bonjour, bonjour à tout le monde. Je suis Dominique Martin, le directeur général de l'ANSM, et la première chose que je souhaite dire, c'est merci et bienvenue à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Il y a une vingtaine de participants en ce moment connectés. Je voudrais remercier le président du comité, le professeur Sébastien Fröhlich, et tous les membres du comité d'avoir accepté de participer, de conduire ce comité ce matin, alors qu'il se tient dans des conditions qui ne sont pas celles qui étaient prévues pour les raisons évidemment que chacun imagine, puisque à l'origine l'idée était de faire un comité avec des auditions publiques directement diffusées sur YouTube, avec des personnes auditionnées en présentiel et éventuellement à distance, mais également en présentiel. Là, aujourd'hui, évidemment, les conditions sont différentes en raison du confinement. Sont en présentiel uniquement des membres de l'ANSM, qu'on reconnaît facilement au fait qu'ils portent des masques, puisque nous sommes dans la même grande salle de réunion. Là, il n'y a pas de diffusion en direct sur YouTube de manière ouverte. Alors, la séance est enregistrée et diffusée de façon fermée sur YouTube. Des personnes qui ont accès, à qui on a donné un accès à la chaîne, peuvent suivre cette réunion sur YouTube, mais ça n'est pas ouvert comme cela a été prévu, à la fois en raison des circonstances, après discussion en interne, mais également concertation en externe. Et il ne nous a pas paru opportun de diffuser de façon totalement ouverte cette séance aujourd'hui. Par contre, il est tout à fait important que les personnes concernées puissent y avoir accès. Il est également important que ce soit enregistré, et bien entendu, et de façon à ce que cela puisse être tracé et éventuellement utilisé par les personnes qui ont accès sur YouTube, notamment, par exemple, diffusé à l'intérieur des associations. Le comité est largement le comité qui s'était déjà réuni une première fois. Des travaux ont déjà eu lieu sur cette problématique des macroprogestatifs. Il est composé, donc présidé par le professeur Fröhlich, que je remercie encore, composé de professionnels de santé et de représentants d'associations, et vous allez auditionner dans la matinée des personnes, à la fois des individus et des représentants d'associations impliqués ou directement concernés par le sujet. Donc, merci encore pour et désolé pour les problèmes un peu techniques, un peu compliqués à organiser. Maintenant, je crois que c'est parti et que tout va fonctionner normalement. Donc, je ne serai pas plus long. Donc, le sujet sur le fond, vous le connaissez évidemment tous. Il a déjà été fait l'objet de discussions à l'intérieur par votre comité lui-même. Cette problématique de risque de méningiome en lien avec les macroprogestatifs, et aujourd'hui vont être traitées la problématique du luténil et du luthéran, se situe dans une suite d'études qui ont été conduites la problématique, la question aujourd'hui est de trouver le juste équilibre entre la prescription de ces produits qui ont leur utilité, c'est ce qui va être discuté, mais qui présentent aussi, dans certaines conditions de durée de traitement et de dose, un risque particulièrement élevé de survenue de méningiome, ce qui a été montré par une étude épidémiologique conduite par Alain Veil, qui va en faire la présentation. L'expérience qui a été conduite avec Androcur a montré que quand on était actif, on pouvait avoir un impact majeur sur la réduction d'exposition, puisque Androcur, on a divisé par 6 l'exposition, ce qui est tout à fait significatif, avec une remarque importante qui est que, et vous le verrez dans la présentation, quand on compare les prescriptions et délivrances en France avec des pays, d'autres pays européens, on voit qu'on a aussi, là encore, et comme quasi d'ailleurs chaque fois qu'on a des problématiques, on a un problème de spécificité française, probablement de surprescription. Donc, je ne serai pas plus long, simplement, je voudrais encore une fois et vraiment très sincèrement vous remercier pour le temps
temps que vous allez consacrer dans des conditions qui ne sont pas forcément les plus aisées. On a raccourci le temps global, hein, puisqu'il était prévu que cette réunion se tienne sur une journée, ce qui n'a guère de sens dans les conditions dans lesquelles c'est organisé. Donc on ramasse les choses sur une demi-journée. Ça sera, je pense, évidemment plus dense, mais aussi permettra à chacun de mieux s'organiser et je pense que cela permettra les travaux. Et pour ce qui est du comité, le comité pourra, dans un deuxième temps, tirer aussi les enseignements de ces discussions. Donc, merci encore. Je ne serai pas plus long pour essayer de gagner un petit peu de temps qui a été perdu au tout début et je vais passer la parole à Isabelle Yoljan qui va faire une présentation générale de la problématique et je vais vous laisser donc avec Isabelle. Merci beaucoup. Au revoir. Donc bonjour, je suis Isabelle Yoljan, la responsable du pôle gynécologie endocrinologie à l'ANSM. On se connaît bien pour la plupart d'entre nous puisque effectivement nous travaillons ensemble depuis au moins 2018 avec plusieurs CSST, 3 consacrés à Androcure et 2 au Luténil et Luthéran. Donc la séance d'aujourd'hui s'inscrit directement dans ce cadre. Donc, je vous remercie infiniment de vous être rendu disponible dans ce contexte qui était effectivement difficile. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment consacrer la matinée aux écoutes à la fois des patients, des associations de patientes et des professionnels de santé, ce qui nous servira de base pour la tenue du CSST scientifique qui aura lieu, on espère, d'ici la fin de l'année, en fonction évidemment des conditions sanitaires, puisque nous souhaiterions qu'il soit effectué en présentiel parce que ça favorise les débats et les interactions. Mais si la situation n'évolue pas favorablement, on sera obligé de le réaliser en distance comme aujourd'hui et on le préparera en amont de manière à ce qu'il soit cependant le plus interactif possible. Donc avant de faire une présentation brève sur le contexte, donc on débute toujours les séances par les déclarations publiques d'intérêt. Donc je rappelle que tous les membres constitutifs du CST ont fait une déclaration de leur lien d'intérêt, que celles-ci ont été vérifiées par la NSM et sont consultables sur le site public de DPI Santé. Et pour les personnes auditionnées, ces déclarations publiques d'intérêt ont également été transmises à l'agence. Si vous voulez bien, maintenant, nous allons effectuer une présentation des membres avec un tour de table. Donc, on va commencer par Sébastien Frolich, le président du CSST. Sébastien, présente-toi. Écoutez, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. C'est une opportunité tout à fait intéressante de pouvoir échanger avec les patientes, avec les associations. Écoutez, voilà, je suis très content d'être présent, d'être là et de pouvoir interagir avec vous tous, avec les patientes, les associations. J'espère que ça va nous permettre d'avancer sur le sujet Luthéran-Luténil. J'en suis assez convaincu que l'interaction avec les patientes, en particulier les associations, va nous permettre d'avancer un peu plus vite et surtout prendre les mesures les plus adaptées. Merci à tous. Merci. Alors, Geneviève Plubureau. Bonjour à tous. Moi, je suis professeure de gynécologie médicale, donc avec une utilisation forcément dans certaines circonstances cliniques de ces macroprogestatifs, donc très intéressée par effectivement le lien avec l'immunoangiome potentiel, bien sûr, comme Alain Veil va nous le montrer, et puis les interactions avec les patientes, bien sûr. Donc très contente d'être parmi vous. Merci. Étienne Richer. Bonjour, oui, moi je suis Étienne Richer, je suis praticien hospitalier, je suis gynéco-obstétricien. Alors par rapport à la dernière réunion, j'ai pu constater qu'il y avait déjà une grosse diffusion dans la connaissance de mes patientes du lien entre les méningiomes et les macroprogestatifs. Et ça impacte énormément sur les prescriptions
population. Donc, on va réduire cette spécificité française qui était de moins opérer les gens, on va en opérer plus. Bon, il y a pas mal de circonstances où c'est quand même assez compliqué de s'en passer. Voilà. Très bien. Jacques Young. Professeur d'endocrinologie à l'hôpital Bicêtre. Et donc, je suis content aussi d'être là pour partager avec les uns et les autres de cette problématique qui est, disons, qui perturbe l'activité médicale, mais aussi la vie des patients. Et donc, comme ça a été dit initialement, j'espère qu'on va tirer des conclusions raisonnables en termes de disponibilité des médicaments quand c'est utile, quand c'est démontré que c'est utile, et en termes d'innocuité. Voilà, j'espère qu'on va trouver un équilibre dans tout ça et on est là pour ça. Voilà. Merci Jacques. Martine. Bonjour, Voilà. je suis la responsable du centre de pharmacovigilance de Strasbourg et en charge donc des enquêtes concernant macroprogestatifs et méningiomes. Et donc, effectivement, on peut noter des évolutions déjà dans la seconde enquête qui va être présentée en décembre. Et le problème, effectivement, le point crucial est effectivement de trouver le juste équilibre entre l'utilisation et la prescription donc, de ces produits. Et une information qu'il faut poursuivre, qui ne passe peut-être pas toujours encore comme on le voudrait. Très bien. Thierry Briac. Bonjour à tous, je suis Thierry Briac, donc je suis médecin généraliste installé à Toulouse. Je suis aussi responsable du pôle santé de la femme au département universitaire de médecine générale à Toulouse, donc impliqué dans la formation des futurs médecins généralistes. Donc je suis très heureux d'être parmi vous parce que je pense qu'on a un rôle en termes de premier recours, de dépistage, de repérage de certains symptômes qui pourraient être évocateurs de retentissement de ces lésions cérébrales induites par les macroprogestatifs. C'est des produits qui sont prescrits aussi en soins primaires. Effectivement, comme ça a déjà été dit, il faut essayer de trouver le bon équilibre entre la prescription raisonnée et les effets induits par ces médicaments. Donc, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci. Alain. Oui, bonjour à tous. Donc, Alain Veil, je suis médecin épidémiologiste. Je suis membre du groupement d'intérêt scientifique EPIPHAR, c'est-à-dire qu'on fait de la pharmaco-épidémiologie. En d'autres termes, on fait des études sur l'utilisation des médicaments, leur efficacité et puis leur risque. Voilà. En ce qui me concerne, ça fait environ une quinzaine d'années que je travaille sur les risques des médicaments de différentes classes thérapeutiques. Merci. Madame Trébaol. Oui. Donc bonjour, moi je suis donc Madame Trébaol, représentante de l'association EndoFrance. Je suis chargée des relations auprès des institutions pour l'association et je suis là pour pouvoir représenter la voix des patientes et espérer une meilleure information de la part des professionnels de santé auprès des patients de manière générale. Très bien, merci. Madame Gneusi. Bonjour, donc première participation à ce comité en ce qui me concerne, je suis directrice du planning familial. Donc on n'est pas une association de patientes particulièrement concernée sur ce sujet. Par contre, on a le rôle d'alerter et de mobiliser autour des questions liées plus globalement en fait à la contraception et au rapport des femmes au monde médical, notamment sur les questions d'information. On a énormément de retours parce qu'on a à travers notre réseau de 70 associations énormément de consultations et de groupes d'information et de parole. Et donc, je suis particulièrement intéressée ici par le fait d'évoquer avec vous la question de l'information qui m'a paru très importante dans les témoignages nombreux que vous avez recueillis et ceux qu'on va entendre également. Merci. Très bien. Merci. Madame Mbarga.
Oui, bonjour à tout le monde. Je représente l'association Fibrominfo France. Et dans le cadre de ce comité, nous sommes très demandeuses d'un meilleur encadrement des progestatifs qui font partie de l'offre thérapeutique des femmes qui souffrent de fibrome. Et dans la mesure où ces traitements sont généralement prescrits sur une durée longue, pour limiter dans certains cas les opérations, eh bien, on s'est rendu compte qu'en termes d'efficacité, il y avait beaucoup de choses à redire et que les progestatifs n'étaient pas forcément toujours bénéfiques pour les femmes qui souffrent de fibrome parce que finalement, on était très rarement dispensé d'opérations, souvent multiples, pour certaines d'entre nous. Et du coup, par rapport à ce comité, je vais devoir porter la voix des femmes qui souffrent de fibrome. Je suis ravie de faire partie du groupe. Merci. Madame Ayad. Oui, bonjour à tous. Je représente l'association Endomine. Et nous, notre souhait, c'est de pouvoir participer et de mettre en place les actions qui vont permettre de laisser aux patients la possibilité de prendre des décisions éclairées en termes d'information et d'appréciation du risque qu'elles prennent à utiliser. Voilà. Très bien. Madame Mignaton. Je suis donc la représentante des femmes qui sont victimes de méningiome dû au progestatif. Donc nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que l'information passe bien aux femmes, que les femmes sont très demandeuses, que l'information soit vraiment juste, une information juste et pas qu'il n'y ait aucun déni de la part des médecins. Très bien. Écoutez, merci pour ce tour de table. Donc, nous avons la constitution du CST, donc qui est, je pense, un CST très, très enrichissant dans la mesure où il est vraiment représentatif de la problématique actuelle, à la fois en termes de patientes et de professionnels de santé. Donc, encore une fois, c'est un plaisir de travailler avec chacun d'entre vous et on le fait très régulièrement. Donc on va commencer la séance avec une présentation du contexte général. Je vais vous présenter quelques diapositives sur l'historique du dossier, ce qui a un petit peu été fait par nous tous collectivement, et puis les actions à poursuivre. Brièvement, les progestatifs, donc nous allons parler aujourd'hui spécifiquement du luténil et du luthéran, sachant que bien évidemment cela s'inscrit dans la lignée du grand frère, c'est-à-dire Androcur. Globalement, ces traitements sont indiqués dans de multiples indications qui vont du traitement de l'insuffisance lutéale ou des pathologies endométriales ou des pathologies mammaires bénignes. Ces spécialités ont un fort pouvoir antigonadotrope, c'est-à-dire qu'elles bloquent l'ovulation, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle elles sont utilisées souvent dans l'endométriose, puisque l'objectif du traitement de l'endométriose, c'est d'obtenir une aménorrhée. Le schéma posologique de ces progestatifs dépend de l'indication dans laquelle ils sont utilisés. Dans l'endométriose, ils sont utilisés par exemple 20 ou 21 jours sur 28. Du 5e au 25e jour du cycle pour les kystes ovariens, dans les hémorragies fonctionnelles entre le 15e et le 25e jour, ou pour la ménopause, 12 à 14 jours à la fin du cycle. On a plusieurs familles de progestatifs, donc je ne détaillerai pas trop parce que nous aurons ultérieurement une présentation faite par Madame Florence Trémolière sur ces spécialités au plan pharmacologique, mais en gros, nous avons plusieurs familles. Donc, brièvement, 3 grandes familles: les dérivés de la progestérone naturelle avec Dufaston, Colprone, les dérivés de la 17-hydroxyprogestérone, Luthéran, Androcur et médroxyprogestérone, et les dérivés de la 19-norprogestérone avec Surgestone et Luténil.
Comme vous pouvez le voir sur cette deuxième diapositive, donc les indications des progestatifs par voie orale en France sont extrêmement nombreuses, anciennes, et elles vont de l'irrégularité du cycle, troubles précédant les règles, douleur des seins, cycle artificiel, endométriose, hémorragie fonctionnelle, aménorrhée, métrorragie, stérilité, préménopause et contraception. Et cet ensemble d'indications variées mérite probablement d'être revu actuellement, au vu notamment du risque de méningiome. Et notamment, il existe des indications comme douleur des seins, mastopathie, qui peut-être mériterait de revoir la balance bénéfice-risque au regard de ce risque nouvellement mis en évidence par l'étude épidémiologique. Alors, si on se penche un petit peu sur l'historique du dossier, sur ce qui a été fait, au-delà effectivement de la problématique androcure qui a été et du risque du méningiome qui a été mise en évidence dans les années 2009-2010 grâce aux premières publications du professeur Fröhlich, en 2014, nous avons réalisé une enquête de pharmacovigilance menée par le CRPV de Strasbourg qui mettait en évidence uniquement 2 cas de méningiome avec nomégestrol et aucun cas de méningiome déclaré pour l'acétate de chlormadinone, le Luthéran. Cependant, nous, en 2015, on avait quand même soulevé le sujet au plan européen pour le nomégestrol, puisqu'on avait déjà la connaissance du risque de méningiome avec l'acétate de cyprotérone, et donc il était légitime de se poser la question sur les cousins. Mais à cette époque-là, l'Europe avait considéré qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour conclure à une association significative entre la prise de nomégestrol et la survenue de méningiome. En France, nous avons modifié les résumés des caractéristiques du produit et les notices des médicaments à la fois pour le luténil et le Luthéran et bien sûr leur générique pour y mentionner ce risque de méningiome alors même qu'on ne disposait pas en fait des résultats de l'étude épidémiologique, mais ce qui nous a conduit à faire ces modifications des autorisations de mise sur le marché, c'est une augmentation très progressive du nombre de cas déclarés, nombre de cas qui est monté en termes de déclaration avec les travaux réalisés sur Androcure et la connaissance du public de cette problématique Androcure. En 2018, on a remonté à nouveau le même sujet à l'Europe. Et là, le comité de pharmacovigilance européenne nous a suivis et les AMM européennes de nomégestrol ont été modifiées donc après celles de la France. En 2018, nous avons réouvert l'enquête de pharmacovigilance sur les progestatifs et les méningiomes. Celle-ci a été présentée en novembre 2019. Je pense que si vous avez des questions dessus, Martine pourra y répondre. En février 2019, donc, nous annoncions qu'une étude épidémiologique similaire à celle réalisée avec l'acétate de cyprotérone allait être menée pour essayer de mettre en évidence ce risque et pouvoir conclure finalement à un lien de causalité, puisque jusque-là, il n'existait que des suspicions, quand bien même fussent-elles fortes, il était important de pouvoir quantifier et d'avoir quelque chose de ferme sur l'air. En octobre 2018, nous avons réuni le CST habituel, donc auquel vous avez participé déjà. Lors de ce CST, il a été conclu qu'il fallait attendre les résultats de l'étude épidémiologique avant de prendre des mesures fermes en termes éventuellement de restriction d'indication ou de surveillance par imagerie cérébrale. Et donc là encore, on préférait attendre le niveau de preuve avant d'aller plus loin, mais cependant,
déjà des premières mesures de préconisation d'utilisation limitée, de revoir le bénéfice-risque et de surveillance par imagerie cérébrale avaient été évoquées. Et finalement, en juin 2020, donc, nous avons reconduit ce deuxième CSST consacré au luténil et au lutéran, avec une première présentation des données épidémiologiques faites par Alain Veil. Et ces données épidémiologiques qui vous seront présentées tout à l'heure nous apportent la confirmation du surrisque de méningiome avec ces deux molécules, le nomégestrol et l'acétate de chlormadinone. Nous avons ensuite décliné les informations du groupe via des points d'information avec des recommandations aux professionnels de santé et aux patientes. Également, comme nous avions énormément de questions et d'appels, nous avons réalisé ce qu'on appelle une foire aux questions, questions-réponses reprenant les problématiques que les patientes se posaient le plus souvent. Et comme malgré tout, cela ne semblait pas suffisant, puisqu'on avait toujours des retours de patientes qui disaient ne pas être informées, que leur médecin en tout cas n'était pas informé du risque de méningiome, nous avons complété par un mailing aux professionnels de santé. Toutes ces mesures que nous appelons des mesures de communication, en réalité, sont vraiment des mesures de gestion du dossier. Et donc, elles sont aussi importantes que le fonds scientifique, puisque, évidemment, un fonds scientifique qui resterait non transmis au public n'aurait finalement pas d'impact. Et ce que nous voulons, c'est diminuer le risque de ces méningiomes et que les patientes soient informées de cette problématique, comme les professionnels de santé. Rapidement, c'est pour que vous voyez un petit peu comment ont été modifiés les résumés des caractéristiques du produit et les notices des spécialités luténil lutéran. Donc ces informations en rubrique contre-indication, précaution d'emploi et effets indésirables. Donc vous allez les retrouver dans ce que tout le monde connaît, le livre rouge, le Vidal, donc qui reprend nos informations officielles. Sur cette diapositive, vous avez le relevé de décision de la séance du 8 juin 2020. Donc pour rappel, en dehors des recommandations de bon sens de réévaluer régulièrement la balance bénéfice-risque de l'utilisation de ces produits, puisque au regard de ce risque, il n'est plus concevable de prescrire ces traitements pendant 20 ans sans se poser la question de leur nécessité. Le groupe a recommandé une imagerie cérébrale à l'initiation du traitement pour les femmes qui ont plus de 35 ans et pour lesquelles on envisage une durée de traitement supérieure à 5 ans. Pourquoi ce cutoff de 35 ans? Vous allez le voir sur la présentation d'Alain Veil, c'est que plus on avance en âge et plus le risque de méningiome quand on est traité par ces médicaments augmente. Donc en dehors d'un effet dose, il y a aussi un effet qui est lié à l'âge. Et bien sûr, une IRM cérébrale doit être réalisée en cas de symptômes. Ça, c'est vraiment l'évidence, mais c'était bien également de le rappeler. Donc, je souhaite juste ajouter que ces mesures, lorsqu'elles ont été prises en juin, on a acté de leur caractère, entre guillemets, préliminaire, c'est-à-dire que nous avons fait les choses de manière très macroscopique et l'idée, après aujourd'hui, sur la base des témoignages des patientes, de l'avis des gynécologues, évidemment du travail des neurochirurgiens, ce sera d'aller plus loin dans la granulométrie et dans une prise en charge peut-être un peu plus précise, si possible, que celle que nous avons faite en juin. Là, sur cette slide, vous avez des courbes sur les chiffres de vente, en fait, la consommation des produits. Et vous voyez qu'à chaque réunion de CST et à chaque action de communication qui est déclinée, on a une baisse progressive de l'utilisation de ces spécialités. Il s'agit d'une baisse sèche, à savoir qu'il n'y a pas de report sur d'autres spécialités, et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Sur Androcure, on pourra en reparler, mais on a une diminution, par exemple, de la consommation de 80%, qui s'est traduite par un petit report sur la spironolactone, qui est une autre spécialité qui a un fort pouvoir
anti-androgéniques que non pas le luténil et le lutèran, mais actuellement, entre août 2018, qui correspondait au premier CSST Androcure, et maintenant, on a moins 30% de prescription pour le luténil et ses génériques, et moins 50% pour l'acétate de chlormadinone. Cette baisse est également à nuancer par des ruptures de stock successives qui ont eu lieu ces dernières années, mais enfin, on a une tendance à une réduction de la prescription. Et on voit que c'est important, cette réduction de la prescription en France, parce que, comme vous allez le voir sur cet histogramme, la France est le premier pays prescripteur de progestatifs au regard des 5 autres qui sont comparables au plan populationnel. Et vous voyez que nous prescrivons essentiellement du nomégestrol et de la chlormadinone. On peut compléter par ce dernier graphique qui donc classe la France en première position à 60% d'utilisation dans la consommation totale des progestatifs oraux. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Si vous n'avez pas de questions, nous pouvons passer à la présentation d'Alain Veil. C'est comme vous le souhaitez. Oui. Marianne Niosi du planning familial. Alors, 2 choses. Est-ce que ce serait possible d'avoir une copie de votre présentation? Oui, je pense que bien sûr, de toute façon, elle sera sur le site de l'ANSM. Je ne peux pas vous dire précisément quand, mais très prochainement dans les jours qui viennent, oui. Et l'autre question, c'était en fait, donc Androcure, moins 80%, c'est ça? Oui, alors je vais vous montrer juste cette petite courbe. Voilà. Donc là, vous avez en fait pour Androcure, au fur et à mesure des actions, donc notamment des CSST, des recommandations prises, également de l'envoi de courriers CNAM, ANSM à destination des patients et des professionnels de santé, puis la mise en place d'attestations de soins. Nous avons une consommation de la spécialité qui a été évidemment réduite drastiquement. On estime actuellement qu'il y a environ 11 000 femmes traitées par Androcure, quand il y en avait presque 100 000 avant le premier CSST d'octobre. Et probablement que la consommation actuelle correspond à la posologie, enfin correspond au nombre de patients devant effectivement être traités, c'est-à-dire l'hirsutisme sévère avec impact psychosocial important, puisque pour l'Androcure comme pour l'uténil-lutèran, mais probablement bien plus pour Androcure, on avait une utilisation hors AMM extrêmement massive dans des indications qui parfois pouvaient relever de la cosmétologie, comme l'acné modéré ou des cheveux gras, ou enfin voilà, on avait beaucoup de prescriptions dans des indications qui n'étaient pas justifiées, et évidemment encore moins au regard du risque extrêmement élevé. D'accord. Donc ma question, c'était vraiment quelles actions précisément avaient fait baisser le taux de prescription, et vous m'avez répondu à des courriers, des attestations de soins, c'est le papier que doivent présenter les patients pour alors obtenir le... Les attestations de soins, c'est un document qui a été souhaité en fait par les associations de patientes quand on a travaillé sur Androcure. C'est un document qui doit être rempli à la fois par les patientes et par le professionnel prescripteur, dans lequel le professionnel qui prescrit donc s'engage à informer la patiente du risque de méningiome et lui explique qu'il faudra surveiller en cas de prescription par une imagerie cérébrale. Donc, et la patiente, elle, en signant l'attestation également, reconnaît avoir eu connaissance des risques et comprend qu'il va falloir qu'elle réalise une surveillance par imagerie cérébrale. Ce document qui doit être signé par les 2 parties est nécessaire à la délivrance du produit par le pharmacien. Si le pharmacien
n'a pas cette attestation signée à la fois par la patiente et le professionnel, il ne pourra pas délivrer de l'Androcur. Donc ça, c'était ce qui avait été acté pour Androcur. C'est quelque chose de lourd, hein, donc, et pas quelque chose d'habituel. On ne peut pas le faire, évidemment, pour tous les médicaments. C'est la première fois qu'on fait ce type de document ou ça avait déjà été utilisé pour d'autres... Alors, excusez-moi, on vous entend très mal, Madame Neuzy, mais oui, vous demandez si c'est la première fois qu'on fait ce document. Il a été réalisé pour Dépakine. Dépakine, voilà, pour la Dépakine. Mais non, c'est une procédure très exceptionnelle. De la même manière, les courriers CNAM à NSM, c'est un moyen de communication très exceptionnel puisqu'on est obligé de rompre en fait le secret médical et d'aller dans des bases de données des prescripteurs. Et on ne l'a fait que pour 3 dossiers, Mediator, Dépakine et Androcur. Donc, ce sont vraiment des dispositifs très, très exceptionnels et très lourds à mettre en place. Okay, merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, je passe la parole à Alain pour sa présentation. J'en profite pour saluer Henri Dufour qui est arrivé et qui n'était pas là au début de la réunion. Peut-être peut-il se présenter? C'est très curieux. Ça, je vais essayer de régler ça. Bon, en tout cas, que ça ne m'empêche pas de me présenter. Je suis neurochirurgien à Marseille, chef de service. Et donc, je fais partie de ce groupe de réflexion et de travail sur l'association qu'il peut y avoir entre les progestatifs que sont le Luthéran, mais antérieurement l'Androcur, et l'existence, la croissance, la manifestation des méningiomes. Donc voilà, à votre disposition, j'en dirai pas plus. Je suis là avec vous pour une partie de la journée. Merci. Bon, apparemment, tout le monde voit la première diapositive. Donc, effectivement, je vais vous présenter de façon quand même résumée les résultats de cette étude qui avait été présentée au mois de juin lors du comité scientifique. Voilà. Donc, ça a été réalisé par le groupement d'intérêt scientifique, épidémiologie des produits de santé. On appartient tous, on est salariés soit de la Caisse nationale d'assurance maladie, soit de l'Agence du médicament. Et évidemment, on n'a aucun lien d'intérêt de près ou de loin avec l'industrie pharmaceutique. Voilà. Exposition prolongée, par exposition prolongée, c'est en termes non pas de jours ou de mois, mais d'années entre 2 produits, l'acétate de nomégestrol, le luténil, et l'acétate de chlormadinone qui est commercialisé sous le nom de Luthéran, également avec de nombreux génériques, et donc lien éventuel, tester cette hypothèse avec le risque de méningiome chez la femme. Voilà. L'épidémiologie, c'est fondamentalement estimer des risques. Vous entendez en ce moment beaucoup parler de modèles mathématiques pour estimer le nombre de cas de Covid qui seront hospitalisés au mois de décembre. Là, on n'est pas dans une épidémiologie qui cherche à prédire l'avenir. On est dans une étude en vie réelle qui décrit le passé. Donc, est-ce qu'il y avait dans le passé un lien entre le fait d'avoir régulièrement ces 2 types de produits et le fait d'être éventuellement hospitalisé pour un méningiome symptomatique ou non? Quelques éléments de contexte qui complètent ce qu'a très bien raconté Isabelle Yolodjian. Donc, combien de personnes consommaient de l'acétate de nomégestrol? Donc, on regroupe sous ce terme évidemment tout le luténil et ses différents génériques, généralement à la dose de 5 mg ou de 3,75 mg. Voilà. Alors, vous voyez sur le graphique de gauche une courbe bleue avec l'échelle de temps en bas de 2007 à 2019. Donc, en 2007, il y avait environ 400 000 femmes qui avaient consommé au moins une fois dans l'année en France de l'acétate de nomégestrol. Et puis, on est sur une courbe descendante puisqu'on était aux environs de 300 000 femmes
en 2012, 307 000, et on n'est plus en 2019 qu'à 200 000 femmes, un petit peu plus de 200 000 femmes qui ont consommé au moins une fois du luténil dans l'année. Donc vous voyez qu'en une dizaine d'années, le nombre de femmes qui a consommé ce type de produit s'est divisé par 2 en l'absence d'actions spécifiques, mais pour d'autres raisons sur lesquelles on reviendra plus tard. Quelle était la quantité moyenne consommée par ces femmes? Bon, en moyenne, c'était de l'ordre de 500 mg. Ça a plutôt tendance à augmenter 600 mg, sachant qu'une boîte de luténil 5 mg avec 10 comprimés, ça fait 50 mg, donc ça fait 10 à 12 boîtes du conditionnement standard en moyenne pour chaque femme qui avait consommé au moins une fois dans l'année. Quel était l'âge des femmes qui avaient consommé ce type de produit? Donc on va regarder l'année 2019, mais les autres années n'étaient pas tellement différents. Sans surprise, le pic de consommation se situe entre 45 et 49 ans, vous voyez, avec 55 000 femmes qui ont consommé, et puis des deux côtés, un peu avant la ménopause, donc à partir de 40-45 ans, 25 000, 35 000, et puis en post-ménopause, 36 000 femmes qui ont suivi. Il y a peu de femmes âgées, en tous les cas à partir de 60 000, en nombre extrêmement restreint, seulement 6 000 de 55 à 59 ans qui ont consommé. Et puis il y a un ensemble de femmes en nombre plus restreint, mais quand même relativement important. Vous voyez 15 000, 11 000, 9 000, 6 000 par tranche d'âge, qui consomment ce produit-là, sans doute pour d'autres indications. Donc vous voyez 6 000 femmes entre 15 et 19 ans qui ont consommé en 2019 de l'acétate de nomégestrol. Quelques mots sur le méningiome. Évidemment, Sébastien Fröhlich et Henri Dufour vous expliqueront tout ça, mais juste pour comprendre l'étude, deux, trois petites notions. Un méningiome, ça croît de façon extrêmement lente. Un méningiome de ce type-là, il faut probablement au moins une vingtaine d'années, si j'ai bien compris, pour obtenir ce type de méningiome. En principe, c'est une histologie bénigne dans la plupart des cas, pas toujours. Il peut y avoir des petits méningiomes qui posent de gros problèmes puisqu'ils sont en contact de nerfs crâniens, ici du chiasma optique, et entraîner des troubles visuels importants tout en étant de volume extrêmement restreint. C'est une maladie qui est fondamentalement rare, 8 pour 100 000 personnes. Donc en moyenne, pour 100 000 personnes qui résident en France, il y a 8 cas de méningiome chaque année. C'est à peu près la même fréquence sur toute la planète, dans les endroits où en tous les cas on a une médecine, je dirais, équivalente. Il y a plus de méningiome chez la femme que chez l'homme, donc l'incidence est 2 fois plus élevée chez la femme que chez l'homme, elle-même 3 fois plus élevée dans ce qu'on appelle aux âges de procréer, c'est-à-dire entre 15 et 49 ans, disons, pour résumer simplement. Il y a un fort accroissement, et Isabelle a déjà insisté, du risque de méningiome avec l'âge. En gros, il n'y a pas de méningiome avant 20 ans, et on arrive à un risque de plus de 50 pour 100 000 après 85 ans. Quels sont les facteurs de risque connus des méningiomes? C'est les radiations ionisantes. Donc, par exemple, si quelqu'un a eu dans l'enfance une tumeur intracrânienne qui a été traitée avec des rayons, il a, à l'âge adulte, un risque très accru de méningiome intracrânien, sachant évidemment que les irradiations pour pathologies intracrâniennes sont très rares. Les facteurs hormonaux sont connus puisque le tissu méningial a des récepteurs à la progestérone. La grossesse en elle-même est un risque puisque l'organisme est inondé de progestérone, donc s'il y a un méningiome, il a tendance à croître. Et puis enfin, une maladie très rare, la neurofibromatose de type 2, dont je ne parlerai pas, mais qui provoque tout un tas de fibromes et notamment des méningiomes cérébraux. Voilà. Quel est en gros le traitement? Il reviendra longuement là-dessus. Si c'est symptomatique, c'est de la chirurgie, parfois de la radiothérapie. Je n'en dirai pas plus à ce stade, les neurochirurgiens compléteront tout cela. Alors l'objectif de notre étude, c'était de mesurer le risque de méningiome associé à une consommation prolongée d'acétate de nomégestrol à forte dose chez les femmes. Donc je vais commencer par la présentation sur le luténil, sachant que ce que je présenterai sur le lutéran est tout à fait équivalent, et j'irai beaucoup plus vite sur le lutéran.
Alors, au-delà du calcul de ce risque, on a cherché à savoir s'il y avait une relation dose-effet du risque de méningiome, c'est-à-dire est-ce que les femmes qui prenaient peu d'acétate de nomegestrol avaient moins de risques que celles qui en prenaient beaucoup. C'est toujours un argument qui est très important pour la discussion sur la causalité. Deuxième argument d'ailleurs qui est important sur la causalité, comment évolue le risque après l'arrêt du traitement? Est-ce que le risque reste constant, continue d'augmenter ou au contraire diminue? Quelques éléments enfin dans l'objectif étaient de décrire les caractéristiques du méningiome, hein, les patientes concernées, où sont les méningiomes, comment sont-elles prises en charge? Et puis enfin, essayer, parce que c'est important en santé publique pour réfléchir à des mesures, d'estimer le nombre de cas de méningiome qui seraient attribuables à une exposition prolongée à l'acétate de cyprotérone, étant entendu que comme il y a des méningiomes et comme il y a des personnes qui sont exposées, il peut toujours y avoir des cas qui sont liés au hasard. Voilà, donc comment a été montée cette étude? C'est ce qu'on appelle une cohorte, c'est-à-dire ça consiste à suivre dans le temps un certain nombre de personnes qui ont des caractéristiques communes donc dans le système national des données de santé. Hein. C'est simplement de gigantesques bases de données qui recouvrent l'ensemble des remboursements de l'assurance maladie, hein, des différents régimes d'assurance maladie d'ailleurs, des résumés d'hospitalisation hein, qu'on a sur du PMSI, hein, donc à chaque fois que vous entrez à l'hôpital, il y a un diagnostic, des actes principaux pour adresser notamment la facture à l'assurance maladie et ces informations sont disponibles et chaînées avec les remboursements de ville. Voilà. Donc le principe général, c'est d'avoir une partie des personnes qui sont exposées, une autre partie qui n'est pas exposée, ici nous verrons très faiblement exposée, et de comparer dans ces deux groupes le risque d'apparition des méningiomes. Donc les critères d'inclusion pour rentrer dans la cohorte, c'est toutes les femmes qui avaient débuté un traitement de nomegestrol entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2017, donc à un quelconque moment de ces 11 années, et qui n'avaient pas de traitement en 2006. Donc vous avez là une frise chronologique. Donc toutes celles qui en prenaient déjà en 2006 n'étaient pas incluses dans cette étude principale. Vous avez une femme là qui a débuté en 2007 et qui a arrêté d'en prendre en 2010, donc elle est incluse dans l'étude. Une autre qui a commencé en 2008 et qui a été jusqu'à la fin de l'étude, fin 2018, qui est incluse dans l'étude. Et ces différentes femmes sont incluses dans l'étude. Une qui en a pris, qui a arrêté et qui a reprise, elle est incluse dans l'étude. On ne s'est pas intéressé à 2019 et encore moins 2020. Pour différentes raisons, mais notamment parce qu'en 2019, l'information a été donnée que le risque existait et les comportements ont pu changer et un certain nombre de méningiomes ont été diagnostiqués avec des moyens différents, notamment des IRM de dépistage. Voilà. Les critères d'exclusion, c'était les personnes qui avaient déjà une histoire de méningiome ou de tumeur cérébrale avant de commencer l'acétate de nomegestrol. Les femmes de moins de 7 ans et les femmes de plus de 70 ans qui sont pour les premières pas trop concernées par les progestatifs et pour les secondes qui ont un fort risque de méningiome mais qui a priori étaient très peu exposées. Enfin, on a exclu celles qui avaient déjà pris de l'androcure, hein, acétate de cyprotérone, ou qui prenaient également de l'acétate de chlormadinone pour répondre sur l'effet spécifique de l'acétate de nomegestrol, et bien sûr les femmes qui avaient une neurofibromatose de type 2 qui était connue. Donc l'analyse principale a comparé entre les deux groupes des femmes exposées. Alors les femmes exposées, elles ont été définies par une dose cumulée supérieure à 150 mg en 6 mois. Alors 150 mg, ça fait par exemple 3 boîtes de 10 comprimés à 50 mg de luténil. Donc dès lors qu'elles ont eu au moins 3 boîtes dans les 6 premiers mois, elles étaient incluses dans le groupe des exposés. Et le groupe des très faiblement exposés, c'est les personnes en gros qui ont arrêté leur traitement tout de suite, voire qui ont eu une prescription d'un traitement et qui ne l'ont pas prise. Donc c'est les femmes qui avaient une dose cumulée inférieure à 150 mg en 6 mois, donc une boîte ou 2 boîtes qui ont été prescrites par un médecin, mais qui n'ont pas été poursuivies. Alors ces femmes dans les deux groupes, donc le début du suivi commençait 6 mois après la première délivrance, et la fin du suivi, qui pouvait aller donc jusqu'au 31/12/2018, s'arrêtait en cas de grossesse,
Alors pourquoi en cas de grossesse? D'abord, la grossesse est un facteur de risque, mais surtout, de toute façon, il n'y a pas de grossesse si on continue le traitement. Donc, c'est des femmes qui avaient arrêté l'acétate de nomegestrol. Il s'arrêtait également s'il y avait une prise concomitante ou en relais d'acétate de cyprotérone ou de chlormadirone. 2 ans après le dernier remboursement dans les bases, c'est des femmes qui avaient arrêté tout traitement ou qui étaient parties à l'étranger. Le suivi s'arrêtait évidemment en cas de décès, quelle que soit sa cause. S'il y avait un méningiome qui survenait. Et enfin, la fin du suivi était au maximum pour tout le monde au 31 décembre 2018, comme je l'ai dit. Il y avait une censure, puisqu'évidemment, on est en vie réelle, hein, on n'est pas dans un essai thérapeutique, donc les femmes qui sont exposées, elles peuvent arrêter pour tout un tas de raisons. Donc quand elles arrêtaient après 1 an sans délivrance, eh bien, on censurait l'information et on arrêtait le suivi de ces femmes exposées. À l'inverse, pour les femmes très faiblement exposées, hein, elles pouvaient avoir hésité à prendre ce traitement, ne pas l'avoir pris, et puis 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, se mettre à en prendre, et là, elles étaient censurées à la reprise du traitement. Voilà. Le critère de jugement principal, il était extrêmement simple, c'était une hospitalisation pour la prise en charge d'un méningiome. Hein. Donc en diagnostic principal, ça veut dire que c'est le motif principal de l'hospitalisation, c'est la prise en charge de ce méningiome avec une chirurgie ou une radiothérapie. Si la personne a été hospitalisée, par exemple, pour un cancer du sein et qu'on lui fait, dans le cadre d'un bilan, une IRM, et qu'on trouve un petit méningiome à l'IRM, ce n'est pas le diagnostic principal, ce n'est pas le motif de l'hospitalisation. Le motif de l'hospitalisation, dans ce cas-là, c'est le cancer du sein. Donc là, on parle bien, comme critère de jugement, de méningiome traité. Le plus souvent, vous verrez, dans plus de 95% des cas, par neurochirurgie, et dans moins de 5% des cas, par radiothérapie. Il y a bien association d'un diagnostic et d'une prise en charge thérapeutique. Donc, comment les choses se sont passées? Au début, on a 1 255 000 personnes. On procède aux différentes exclusions qu'on a données. Donc, par exemple, les femmes qui avaient un antécédent de neurofibromatose qui était connu, il y en a 219, on les exclut. Celles qui avaient déjà une histoire de méningiome ou de tumeur cérébrale, 9, on en exclut près de 1000. Toutes celles qui avaient pris de l'acétate de cyprotérone, puisqu'on sait que c'est très à risque, évidemment, on ne veut pas les avoir pour étudier l'effet spécifique de l'acétate de nomegestrol, ça fait 25 000, celles qui avaient pris de l'acétate de chlormatinone. Voilà. On se retrouve donc avec 1 060 000 personnes qui sont divisées en 2 groupes, celles qui ont eu plus de 150 mg lors des 6 premiers mois, donc en gros c'est 535 000 personnes exposées, et celles qui ont eu moins de 150 mg dans les 6 premiers mois, 525 000 femmes très exposées. Donc vous voyez que c'est une enquête considérable, puisque pour ce seul produit, elle porte sur plus d'1 million de femmes. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces femmes dans les 2 groupes, hein? Alors, vous voyez que l'âge moyen des femmes exposées est d'un peu plus de 40 ans, hein, 40,9 ans. Donc, c'est 10 années plus âgées que pour l'instauration de l'acétate de cyprotérone, l'Androcur, hein, c'était 30 ans, je vous rappelle. Donc, ce sont des femmes qui sont déjà plus à risque de méningiome que celles qui prenaient de l'Androcur au moment où elles débutent le traitement. Donc retenez bien ça, c'est important. Celles qui sont exposées sont un petit peu plus âgées que celles qui sont très faiblement exposées, donc on en tiendra compte. Et le groupe, mais on retrouve la même chose que tout à l'heure, le groupe le plus important à l'instauration, c'est le groupe des 45-54 ans, avec 40% environ des femmes. Bon, le groupe des exposés et le groupe des très faiblement exposés est d'une condition sociale un tout petit peu plus défavorisée, avec 19% de personnes à la CMU qui prescrit, qui est à l'origine de la prescription initiale, des gynécologues principalement, 57% pour les exposés et 48,3% pour les très faiblement exposés. Il y a plus rarement que pour l'acétate de cyprotérone une association à un estrogène de l'ordre de 5%. Alors, tout à l'heure, Isabelle a beaucoup insisté sur l'importance de l'âge. Donc, on a regardé pour ce million de femmes fortement, enfin exposées ou très faiblement exposées, quel était l'impact des différentes variables. Alors, si on regarde l'âge, vous voyez, pour le nombre de personnes années, alors une personne année, c'est une femme qui est suivie pendant 1 an. Donc, pour celles qui avaient moins de 25 ans, donc il y a eu 207 000
personnes années, donc 207 000 années de suivi de femmes, et un seul événement, de sorte qu'on a en moyenne une incidence pour 100 000 personnes années de 0,5. Je vous avais dit tout à l'heure qu'en France, tout âge et tout genre confondu, la moyenne était à 8. Et vous voyez que l'incidence augmente fortement avec l'âge, 0,5, 2,8, 9,1, 12,9, 15,7 pour les 55 ans et plus. Donc on a 70 cas de méningiome et on a une incidence de 5. De sorte que si on prend comme groupe de référence le 25-34 ans, les 55 ans et plus ont un risque multiplié par environ 5 de méningiome. Voilà, donc c'est quelque chose qui sera important à prendre en compte dans les analyses. Donc toute chose égale par ailleurs, le risque de méningiome augmente très fortement dans chaque classe d'âge. Si on essaie de regarder, après ajustement sur l'âge, ça veut dire en tenant compte de l'effet de l'âge, est-ce que le fait d'être un peu plus précaire et d'être affilié à la CMU-C, donc complémentaire, est un facteur de risque de méningiome? Alors la réponse est non, puisque le hazard ratio est de 1, ça veut dire que c'est strictement neutre, donc ça n'a aucune influence. Est-ce que le fait d'avoir un prescripteur qui est un gynécologue, un généraliste ou une autre spécialité a une influence sur le risque de méningiome? Donc la réponse est non. 1,09. Est-ce que d'avoir un estrogène associé, c'est un facteur de risque? Là encore, la réponse est non, en tenant compte de l'âge, puisqu'on retrouve un hazard ratio de 1. Alors voilà le résultat principal. Donc vous avez sur la première ligne les femmes faiblement exposées, donc qui ont pris de l'acétate de nomegestrol et qui ont arrêté très très rapidement. Vous voyez qu'on a un nombre très important, 2 400 000 femmes suivies pendant un an, et on a observé 164 cas de méningiome opérés ou qui ont eu de la radiothérapie, ce qui fait une incidence de 6,9 pour 100 000 personnes années, tout à fait conforme à l'incidence attendue et qui constitue donc notre référence, puisque ces femmes ont pris extrêmement peu de luténil, donc n'ont pas a priori de risque lié au luténil. Alors, les femmes exposées qui, elles, avaient eu plus de 150 mg, donc 170 cas de méningiome, mais pour environ 900 000 personnes années, ce qui nous donne une incidence de près de 20 pour 100 000 années. Donc, alors, 20 pour 100 000 années, ça peut paraître beaucoup. En même temps, c'est quelque chose qui est relativement rare. Ça veut dire que pour 100 000 femmes qui ont pris le traitement pendant une année, il y en a 20, exactement 19,4, 20 qui vont développer un méningiome qui conduit à une opération ou de la radiothérapie. De sorte que quand on rapporte, c'est pas plus extraordinaire que ça, 19,4, qu'on le divise par 6,9, on a un risque qui est multiplié par 2,8, avec un intervalle de confiance qui est compris entre 2,3 et 3,5. C'est des intervalles de confiance relativement restreints puisque c'est une étude extrêmement puissante. Quand on tient compte de l'âge, puisque les âges étaient un peu différents et les durées de suivi un peu différentes, on a un hazard ratio de 3,3. Voilà, un intervalle de confiance de 2,6 à 15. Donc cet ensemble de femmes qui a eu plus de 150 mg a un risque de méningiome multiplié par 3,3. C'est ça qu'il faut retenir, avec une incidence de l'ordre de 20. Voilà. Deuxième partie du tableau, on analyse ce risque en fonction de la dose cumulée, c'est-à-dire qu'à chaque moment, chaque jour, les femmes sont susceptibles de prendre des comprimés d'acétate de nomegestrol, et on va regarder en fonction de la dose cumulée depuis le début, depuis l'instauration du traitement, comment évolue ce risque. Donc on voit que dans la première strate, de 150 mg à 600 mg, le risque reste constant, 6,4, il n'augmente pas. Ensuite, il est à 10,8, il augmente extrêmement peu, de façon non significative. À partir d'une dose de 1,2 g et jusqu'à 3,6 g, on a 40 cas de méningiome observés, donc en France, dans les données réelles, et une incidence de 17,2 pour un risque multiplié par 2,6. 3,6 g à 6 g, une incidence de 27,7, donc un risque multiplié par 4. Et pour les femmes qui ont une dose cumulée de 6 g et plus, donc on a observé 68 cas de méningiome pour 74 000 personnes années, ce qui correspond grosso modo à une incidence de 90 pour 100 000 et un risque multiplié par 12,5. Alors, bien que le risque soit multiplié par 12,5, vous observerez qu'il est de 90 pour 100 000. Donc, individuellement, chaque année, les personnes ont moins un risque sur 1000 d'être atteints par un méningiome.
Voilà, ça c'est la même chose, mais sous forme graphique. Hein. Donc 6 grammes et plus, le risque est multiplié par 12,5. 3,6 grammes à 6 grammes, le risque est multiplié par 4, etc. Et puis 0,15 à 0,6 grammes, bah, le risque est multiplié par 1. Quelles sont les caractéristiques des méningiomes des femmes exposées? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a un peu plus de neurochirurgie. Donc, 94% ont eu une intervention initiale de neurochirurgie et environ 6% de la radiothérapie. C'est un petit peu différent du groupe des très faiblement exposés où il y avait 85% de neurochirurgie et 15% de radiothérapie. L'âge moyen approche 50 ans, ce qui est tout à fait logique. Alors, deuxième élément important, chez les femmes exposées, on retrouve une différence relative de localisation. Les méningiomes opérés étaient un petit peu plus souvent à l'étage antérieur, à l'étage moyen, alors que chez les très faiblement exposés, elles étaient par exemple dans la convexité du cerveau, c'est-à-dire l'enveloppe extérieure au cerveau, sans atteinte du sinus dural, enfin peu importe le nom exact. Et on retrouve de façon dans des localisations anatomiques encore plus précises 2 ou 3 localisations préférentielles. Donc le tiers interne de l'étage moyen de la base du crâne, l'angle sphéno-orbiteur, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure près du chiasma optique. Et puis l'étage antérieur de la base du crâne et d'autres régions de l'étage antérieur de la base du crâne. Voilà. À l'inverse, d'autres localisations étaient plus fréquentes chez les femmes non exposées. Autre question, lorsque les femmes arrêtaient, qu'est-ce qui se passe? Alors, lorsque les femmes ont arrêté depuis une année, on regarde donc dans ce groupe qui a arrêté, près de 2 millions de personnes années, on a observé 171 cas de méningiome, on a une incidence de 9, ce qui est à peu près l'incidence attendue, et un hasard ratio de 1,1. C'est-à-dire, grosso modo, lorsque les femmes ont arrêté depuis plus d'1 an le traitement, le risque d'être opéré d'un méningiome ou d'avoir de la radiothérapie pour ce méningiome est identique à celui des femmes qui n'ont pas été traitées. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas de méningiome intracrânien, je parle bien du risque d'être opéré ou d'avoir de la radiothérapie. Voilà. Si on regarde ça en fonction de la dose, on s'aperçoit que plus la dose, quand même, chez les femmes qui ont arrêté était élevée, et le risque augmente un petit peu, notamment chez les femmes qui avaient pris un petit peu plus d'1,2 g, où on a un risque de 1,6, mais vous voyez, des risques très inférieurs à celles qui avaient pris de fortes doses et qui ont continué à être exposées. Donc c'est un deuxième élément qui est très important dans la discussion sur la causalité. Plus la dose de produit augmente, plus le risque est élevé, et quand on arrête l'exposition au produit, le risque diminue, voire redevient à un niveau normal. Si on regarde non pas les femmes qui ont débuté entre 2007 et 2017, mais celles qui avaient déjà débuté en 2006 et qui ont continué, donc c'est parmi ces femmes qu'il y a toutes celles qui en ont pris pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire 30 ans. Nos bases de données ne nous permettent pas de savoir quand a débuté l'exposition, mais elles nous permettent de savoir jusqu'à quand elle a été. Donc, on a un nombre important de cas, 527 cas hein, pour 720 000 personnes années, ce qui nous donne là une incidence de 73 pour 100 000 personnes années, donc très augmentée, avec un hazard ratio de 13. Et si on analyse selon la dose cumulée à partir de 2006, hein, on ne sait pas exactement les doses qui ont été consommées avant, on a là encore une relation dose-effet très importante de 4 à 200. Et les femmes qui étaient déjà exposées en 2006, qui ont eu plus de 6 grammes après 2006, ont un risque de 200 pour 100 000 personnes années, donc un risque absolu de 2 pour 1000 personnes années, avec un risque multiplié par 20, vous voyez, 19,7. Voilà. Si on regarde le cousin, donc l'acétate de chlormadinone, qui est commercialisé sous le nom de Lutéran, donc c'est des boîtes de 12 comprimés à 10 mg ou différents génériques chlormadinone, 5 ou 10 mg. Je ne parle pas de la pilule Bellara, qui elle n'est pas remboursée, sur lesquelles je n'ai pas d'informations spécifiques et qui a un dosage qui est plus petit.
Donc le nombre de personnes qui étaient concernées était grosso modo de l'ordre de 300 000 à 250 000 sur les 11 ou 12 dernières années, avec 1200 à 1400 mg en moyenne consommés par an. Vous voyez qu'une boîte, ça fait 120 mg, donc ça fait en gros, comme tout à l'heure, 10 à 12 boîtes sur l'année, ce qui n'est pas du tout illogique. Le profil d'âge est strictement identique, hein. Les 45-50 ans représentent évidemment le pic d'utilisation de façon extrêmement importante, et on retrouve de façon aussi importante, en nombre plus restreint certes, des femmes de l'âge de 10 ans d'ailleurs jusqu'à 35 ans qui ont ces produits probablement pour d'autres indications. On reviendra là-dessus. Voilà. Alors quel est le résultat? On fait exactement la même étude, hein. On a aussi plus d'1 million de personnes dans cette étude, et on retrouve cette fois-ci que le risque est multiplié par 3,4, donc la même chose que tout à l'heure, avec 166 cas de méningiome pour 880 000 personnes années, et une incidence de 18,8 pour 100 000 personnes, donc extrêmement proche de l'autre. Et on retrouve également une forte relation dose-effet avec de l'ordre de 50 pour 100 000 personnes années, et un risque multiplié par 7 dans la dernière classe la plus exposée. Voilà. Si on arrête le Luthéran, bien on retrouve comme tout à l'heure un risque qui diminue. Là il est à 1,4 avec un intervalle de confiance de 1,1 à 1,8. En tous les cas il chute considérablement puisqu'il repasse de 3 à 1,4, et puis il y a une petite relation avec la dose qui a été consommée avant. Voilà. Donc en bref, si on fait la synthèse de tous ces résultats, d'abord il y a beaucoup de femmes en France qui ont consommé de l'acétate de nomegestrol ou de l'acétate de chlormadinone, de l'ordre de 1,8 million pour le premier produit et 1,5 million pour le second produit, au moins une fois entre 2006 et 2018. Après l'exposition, alors prolongée ou pas, le risque de méningiome reste rare en pharmacoépidémiologie, des risques de l'ordre de 20 à 200 pour 100 000 personnes années sont considérés comme rares. J'insiste sur cette notion, même si évidemment pour les personnes à qui c'est arrivé, c'est dramatique. Au plan de la santé publique en général, c'est un risque qui est considéré comme rare. Par contre, et c'est là si le risque absolu est rare, le risque relatif est quand même relativement important. Il existe une forte association entre l'exposition à ces deux macroprogestatifs et la prise en charge en neurochirurgie d'un méningiome. Le risque est multiplié par 3,3 à 3,4 dans la cohorte de celles qui débutaient le traitement. Il y a une forte relation dose-effet. Donc plus on en prend, plus le risque est multiplié. Risque multiplié par 12,5 pour l'acétate de nomegestrol après 6 grammes. Donc 6 grammes, c'est 50 traitements, par exemple, à 5 mg par jour, 20 jours par mois. Donc Isabelle vous a donné tous les schémas de traitement possibles. Donc voilà, par exemple, un schéma assez classique, ça correspond à 5 ans de traitement. Et on a un risque qui est multiplié par 6,8, donc quand même 2 fois moins, pour une exposition cumulée de 8,6 grammes d'acétate de chlormadinone. Ça correspond à 3,5 ans de traitement, à 10 mg par jour, 20 jours par mois, là encore par exemple, puisque évidemment chaque femme a pu suivre des schémas thérapeutiques différents en fonction de l'indication, et pour certaines indications, la prise est quasi continuelle, quasi journalière. Voilà. Donc le risque absolu de méningiome pour les femmes sous acétate de nomegestrone les plus à risque est de l'ordre, alors les plus à risque c'est celles qu'on prenait déjà en 2006 et qu'on continuait longtemps, est de l'ordre de 2 pour 1000, sous acétate de chlormadinone de l'ordre de 1 pour 1000, et je vous rappelle que sous acétate de cyprotérone on avait ce risque de 4 pour 1000. Donc dans l'échelle des dangers, des risques, l'acétate de cyprotérone est le produit le plus à risque, 4 pour 1000, puis vient l'acétate de nomegestrol, puis vient l'acétate de chlormadinone. Voilà ce que les épidémiologistes peuvent vous dire. Après une année d'arrêt de ces traitements, donc il persiste à un risque de moins de 2 fois le risque de base. Et enfin, donc, on a essayé d'estimer le nombre de cas de méningiome opérés attribuables à l'acétate de nomegestrol ou à l'acétate de chlormadinone entre 2007 et 2018, donc sur
12 années et le chiffrage est de l'ordre de 1000 cas, hein, un peu plus de 1000 cas, soit environ 100 cas par an qui seraient pris en charge en neurochirurgie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition. Très bien, merci beaucoup Alain. Est-ce que vous avez des questions, notamment pour les patients, parce que nous, en termes de professionnels, on avait déjà fait le tour au mois de juin. Donc oui, Madame Mbarga. La baisse des prescriptions. Entre 2013 et 2017, il se trouve effectivement qu'il y a eu peu de femmes atteintes de fibrome qui ont été exposées au lutéran et au luténil, tout simplement parce que durant ces 5 ans, il y a eu une prescription massive d'ESMIA. Ce qui fait que 2013 étant l'année de mise sur le marché d'ESMIA, et 2017 étant l'année de suspension d'ESMIA pour cause de pharmacovigilance. Alors, par rapport à ce paramètre, ma question, est-ce que vous en avez tenu compte dans la baisse des prescriptions? Je crois qu'il y a eu significativement très peu de femmes de 2013 à 2017 souffrant de fibrome qui ont eu le luténil ou le lutéran. Massivement, nous avons eu l'ESMIA. Très, très massivement. Alors, effectivement, hein, il y a eu une moindre exposition globale. Alors, il n'y a pas que l'indication le fibrome, il y en avait d'autres, mais il y a eu un peu moins d'instauration durant cette période. Bien sûr, on en tient compte à tout moment, hein, puisqu'on compare des femmes exposées à des femmes non exposées. Donc, celles qui ont pris d'autres produits comme ESMIA sont non exposées. Oui, oui, on en tient compte. La reprise des prescriptions des progestatifs pour les femmes atteintes de fibrome s'est faite de 2018 à 2019. D'accord. Alors par contre, on n'a pas tenu compte de ce que je l'ai dit tout à l'heure, de ce qui se passait en 2019, ni même des instaurations en 2018, c'est-à-dire celles qui n'en avaient jamais pris et qui ont débuté le traitement en 2018. Alors pour des raisons simples, c'est qu'en 2019, les problèmes ont commencé à être connus et donc il y a ce qu'on appelle un biais de notoriété, c'est-à-dire quand un problème est connu, que les gens sont inquiets, il va y avoir des prescriptions d'imagerie médicale, d'IRM ou de scanner, et il va y avoir un certain nombre de méningiomes qui vont être découverts par le biais de ces imageries, hein, sans symptômes, et donc on va se retrouver avec un nombre de méningiomes opérés ou qui vont avoir de la radiothérapie plus important. Voilà. Donc on a souhaité limiter volontairement l'étude aux instaurations jusqu'à la fin 2017 et à le suivi de ces femmes uniquement jusqu'à la fin 2018. Très bien. Est-ce que c'est Étienne? Voilà. Tu as une question? Vas-y. Un petit mot pour l'indication des fibromes et de l'utérant dans les fibromes. Il y a eu aussi une évolution des idées, parce que les progestatifs n'ont pas d'action sur les fibromes, contrairement à ESMIA. Ils ne font que limiter les saignements liés aux fibromes, avec de toute façon des effets secondaires, ce qui fait que globalement, l'évolution des connaissances et des modes ont fait qu'on en donne beaucoup moins dans les fibromes que ce qui était le cas avant ESMIA.